Une histoire qui débute il y a plus d'un siècle, à Viry-Châtillon, où est construit le premier aéroport du monde, Port Aviation. Superficie 100 hectares. Premier aérodrome au monde, sur la commune de Viry-Châtillon, projet de Guillaume Tronchet, 1867-1959, inauguré le 23 mai 1909 avec toutes les installations indispensables. Tour de contrôle avec mât, hangar, tribune, restaurant, afin d'y organiser des meetings sur une piste ovale de 4 km. Centre de développement de l'aviation, Louis Blériot s'y entraîne avant sa traversée de la Manche le 25 juillet 1909. Puis lors de la grande quinzaine d'aviation, du 3 au 17 octobre 1909, des aviateurs de renom Latham, Brégy, Pollan, le comte de Lambert, ce dernier le 18 octobre, se dirigea sur Paris, contourna la Tour Eiffel et retour après 50 km pour se poser à Port Aviation. Le 7 septembre 1909, Eugène Lefebvre est le premier pilote à décéder aux commandes de son avion. En 1911, du 28 mai au 15 juin, la course Paris-Rome-Turin prend son départ à Port Aviation. Pour 11 étapes, le vainqueur Beaumont fut reçu par le pape Pie X. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce terrain fut un véritable centre d'essai et de développement des écoles de pilotage. Ce camp d'aviation avec un terrain inondable, un relief de coteaux mène à sa fermeture à la fin du premier conflit mondial. Les fondations de l'aéroport remontent au 1er janvier 1918, lorsque le ministère de la Guerre réquisitionne une dizaine d'hectares sur le plateau de Longueboyau, afin de construire un hangar pour servir de camp d'aviation Orly-Villeneuve pour les Américains et les forces alliées. Longueboyau est un des châteaux d'eau de Paris. Les sources captées par l'aqueduc Médicis alimentent le sud de Paris en eau. L'aviation avant la Grande Guerre était un sport. L'aviation pendant la guerre aura été une arme. L'aviation après la guerre sera une industrie de transport. 1917, Baron d'Aubigny. 1919, remise des installations américaines à la France, création du service de la navigation aérienne, ancêtre de la DGAC, Direction générale de l'aviation civile. 1920, création du domaine foncier et déclaration d'utilité publique, 12 janvier. Construction de 4 hangars, naissance des premières compagnies aériennes. Ligne Farman, 1919, la compagnie des messageries aériennes. 1919, la compagnie des grands espaces aériens. 1919, Air Union, 1923. 1921, publication du premier plan de Villeneuve-Orly. 1923, construction de 2 hangars par Eugène Freycinet pour accueillir des dirigeables allemands au titre des indemnités de guerre. 1928, création du ministère de l'Air. 1930, création d'une station-service par l'avionneur Henri Potez. 18 mai 1930, fête aérienne de l'UPCF, Union des pilotes civils de France. 1932, inauguration du pavillon pour le club Roland-Garros. Inauguration par le ministre de l'Air, Paul Painlevé, d'un pavillon à 2 étages pour le club aéronautique Roland-Garros, comportant 180 membres et 40 appareils. Ces appareils sont utilisés pour des baptêmes de l'air, des rallyes ou pour l'entraînement. 1934, le club déménage à Buc. 1933, création d'Air France. Première grande restructuration du transport aérien français par Pierre Cotte, ministre de l'Air, fusion de Air Orient, la Société Générale de Transport Aérien, SGTA ex-ligne Farman, et la CDNA, ex-franco-roumaine, et création de la Société Centrale pour l'exploitation de lignes aériennes, SCELA. La nouvelle société est rebaptisée Air France en août 1933. Air France est inaugurée à l'aéroport du Bourget le 7 octobre 1933 et reprend l'emblème d'Air Orient, l'hippocampe ailé. 1940-1944, occupation du terrain par la Luftwaffe. Agrandissement et construction de 2 pistes en dur. 1944, destruction puis remise en état par l'US Air Force. Août 1944, installation de l'US Air Force afin de créer un aéroport de première importance. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement. 1945, création de l'aéroport de Paris. 1946, remise des installations par les Américains à la France. L'US Air Force conserve l'usage de la partie nord. 1947,
Projet du Grand Orly. Construction d'une troisième piste, futur Néro 3, mise en chantier de l'autoroute du Sud et du boulevard périphérique. Installation du marché d'intérêt national à Rungis, centre commercial Belle Épine. 1949, création de l'OTAN. 1950, la partie américaine devient base de l'OTAN. 11 juin 1950, fête nationale de l'air à Orly. Ce sera le dernier meeting aérien organisé à Orly. 1950-1960, arrivée des premiers avions à réaction, Caravelle, Boeing 707, DC-8, ère du tourisme de masse, essor du transport aérien commercial. Le modernisme s'installe à Orly-Sud avec une façade du bâtiment en mur rideau, réplique du Lever House de New York. L'aéroport a une superficie de 1/5 de Paris, ce qui le classe premier d'Europe continentale. 1952, premier vol commercial civil. 1953, construction de la piste Nord-Sud, futur numéro 2. La piste numéro 2 est celle qui présente le plus de nuisances sonores pour les communes limitrophes. Voici un autocollant de protestation d'un collectif de riverains. 1954, l'aéroport à vocation militaire devient civil. Air France quitte le Bourget pour Orly. Mise en service de l'aérogare Sud pour Air France. 1958, premier vol commercial du Boeing 707. 1959, baptême de la première caravelle d'Air France. 1960, mise en service du premier tronçon autoroute du Sud et du boulevard périphérique. Inauguration du premier pavillon d'honneur. 1961, le 24 février, inauguration de l'aéroport par le général de Gaulle. 1963, une chanson légendaire, Un dimanche à Orly, par Gilbert Bécaud, Pierre Delanoë. À l'escalier C bloc 21, j'habite un très chouette appartement. Je suis mon père, si tout va bien, il aura payé en moins de 20 ans, 25 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement, tandis que mon père à la télé regarde ses sports religieusement. Alors moi, tu sais, j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute l'après-midi. Il y a de quoi rêver des voyages. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h-5 tous les matins, Nicole et moi on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien, et chacun s'en va pour ses travaux. Le soir quand je retrouve mon lit, j'entends les Boeing chanter là-haut. Je les aime mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays, tout l'après-midi. Il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21, oh, c'est petit, ne sera plus qu'un tout petit point.
Oui, j'irai dimanche à Orly, tout l'après-midi, on voit s'envoler Lieu emblématique de cet aéroport dans les années 1960, la foule s'y presse. Plus de 40 000 visiteurs le 12 juillet 1964, soit la capacité du stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. On vient au spectacle en famille, voir les avions décoller, rêver à des horizons lointains, accès aux terrasses pour un nouveau franc, succès qui perdure depuis l'origine. 150 000 personnes lors de la grande quinzaine de Port Aviation du 3 au 17 octobre 1909. Dans les années 1930, plusieurs aéroports dans le monde sont dotés de terrasses. Au Bourget, les terrasses de Georges Labro sont conçues pour la propagande aéronautique. Les New-Yorkais se pressent à la Guardia dès 1939. 1963, première exposition philatélique dans l'aéroport d'Orly. 1965, mise en service de la piste numéro 4 de 3650 mètres. 1966, nouvelle tour de contrôle. 1966, la France quitte l'OTAN. 1967, départ des Américains, fermeture d'Orly Air Base. La base aérienne d'Orly a été la dernière installation de l'US Air Force en France à être fermée. 1969, 21 juillet, premier homme sur la Lune, Neil Armstrong, mission Apollo 11. 1970, premier vol du Boeing 747 de la TWA, arrivée du premier Boeing 747 de la TWA à Orly, le 8 février 1970. 1971, inauguration d'Orly Ouest, mise en service le 26 février. L'Association française d'hérinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.